Alors, commande publique et innovation. Comme vient de vous le dire Cédric, notre sujet, c'est le suivant. On est tous d'accord pour dire que pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait innovation. On ne va pas shifter en faisant toujours la même chose. Donc, innover pour nourrir la transition. Et on ne fera pas la transition sans l'apport de la commande publique. L'apport de la commande publique, c'est bien sûr l'État, mais c'est toutes les collectivités locales qui maîtrisent les transports, le logement, la gestion des eaux, les espaces verts, l'alimentation à travers les cantines et les organisations de marché, ainsi de suite. Donc, commande publique et innovation sont absolument nécessaires pour la transition qu'on espère tous de nos voeux. Mais ce qu'on ne sait pas bien faire marcher ensemble, c'est le petit éclair là, c'est comment la commande publique, elle, se marie avec l'innovation pour servir nos objectifs, pour sauver le climat, comme dit Cédric. Donc notre sujet, c'est cet éclair, cette compatibilité entre commande publique et innovation. Dans une précédente présentation, j'avais dit qu'il y avait deux dimensions à cette question-là, une dimension culturelle et une dimension technique. Technique au sens des outils juridiques qu'on met en place dans le cadre de la commande publique. Mais la dimension culturelle, et plus on avance, et plus vous allez le voir, on se rend compte que la dimension culturelle est prépondérante, c'est-à-dire tout ce qui concerne les comportements des acteurs, les points de vue, les craintes, les représentations qu'on a des uns et des autres, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, le point que je vais vous faire, c'est un peu vous dire ce qui se passe sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est, vous savez qu'on est en période de transposition de directives européennes sur les marchés publics, donc ça bouge beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe, ce qu'on en pense et du coup ce qu'on va faire. Alors ce qui se passe, il y a déjà une idée forte et assez générale qui est de dire que la commande publique c'est un levier économique. On sort de l'idée, la commande publique c'est un corpus de règles juridiques qui servent à vérifier qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de truand, qu'il n'y ait pas d'enrichissement, qu'il n'y ait pas de corruption. Ce qui a été ça pendant très longtemps. Maintenant, tous les acteurs sont d'accord pour dire que la commande publique, c'est un levier, un instrument politique au service de l'économie. Je vous ai mis une phrase des attendus des directives européennes qui affirme clairement que les marchés publics, ça joue un rôle dans la mise en place de la stratégie 2020 et ça joue un rôle pour parvenir à une croissance, alors, au sens de la stratégie 2020, intelligente, durable et inclusive. Bon, c'est un exemple pour illustrer cette idée qui est maintenant totalement répandue, que la commande publique, c'est un levier politique et économique. La culture des acteurs, c'est bien identifié comme étant un sujet majeur, et il se passe pas mal de choses sur ce sujet-là. L'État a sorti un guide de l'achat innovant pour essayer d'influer les différents acteurs dans les collectivités locales ou dans les ministères sur leur façon d'acheter. Donc il y a eu un guide de l'achat innovant, il y a eu un Vademecum Innovation et Ville durable qui a été produit par la Caisse des dépôts, Advent City, et puis avec l'appui d'un cabinet d'avocats, le cabinet de Seban. Il y a eu la création d'une plateforme des achats d'innovation, ça c'est un legs de M. Montebourg. Dernièrement, là, en octobre, il y a eu un rapport sénatorial dont le titre est assez édifiant, passer de la défiance à la confiance pour une commande publique plus favorable aux PME. Il y a le médiateur de la commande publique, parce qu'il y a un médiateur de la commande publique qui a aussi fait un rapport osant la commande publique. Tout ça pour dire, c'est figé, tout le monde est frileux, tout le monde ne s'empare pas totalement des possibilités qui sont offertes par les outils en place. Il faut y aller, il faut un peu déverrouiller le système. Donc pas mal d'initiatives qui poussent comme ça à dire aux acteurs on y va. Et sur le plan juridique, il y a des évolutions de pratiques, de normes qui vont dans ce sens-là. Donc, alors, je ne rentre pas dans le détail de toutes les directives, mais grosso modo, tout ce qui est négociation est avantagé. Avant, on devait faire une offre et puis on choisissait entre des offres fermes et définitives. Non, le champ de la négociation est beaucoup plus étendu. Il y a la promotion du sourcing, c'est-à-dire le fait que les acheteurs publics peuvent se renseigner, aller voir des fournisseurs potentiels, ce qui avant pouvait apparaître comme de la tentative de corruption, tentative de favoritisme, et ainsi de suite. Non, là on dit, allez-y, vous devez même
vous renseigner sur l'état du marché avant de passer vos commandes. C'est plus un délit, il faut le faire. Et puis il y a l'évolution des critères environnementaux, il y a la mesure des externalités qui est demandée dans le cadre des nouveaux PPP. Il y a des approches cycle de vie qui sont proposées. Donc, vous voyez, les outils juridiques aussi, dans leur esprit, vont vers un peu moins de frilosité, plus de partage, plus de dialogue entre les acheteurs publics et les entreprises. Et puis il y a des outils très particuliers qui ont été créés pour développer l'innovation et pour développer la coopération publique-privée. Donc le partenariat d'innovation, qui est un outil qui vise à ce qu'un acheteur public engage des travaux avec une entreprise pour des phases de R&D, pour des phases de prototypage, pour des phases d'achat ensuite, tout ça à l'intérieur d'un même contrat. Les CEMOP, les SEM à objet particulier ou objet unique, qui sont la capacité pour une collectivité locale et une entreprise d'être partenaires dans une entreprise, dans le capital d'une société d'économie mixte, ce qui n'était pas possible jusque-là. Donc il y a aussi des outils qui se mettent en place. Et puis sur le terrain, parce qu'il y a aussi comment est-ce que les choses avancent sur le terrain, vous savez que, excusez-moi, je reviens en arrière, quand on se dit innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation fonctionnelle, c'est-à-dire qui répond à un besoin, une nouvelle chaudière pour les écoles ou pour les collèges ou les gymnases, le traitement de l'eau, des logements mieux isolés, et ainsi de suite. Donc c'est de l'innovation fonctionnelle. Et puis il y a de l'innovation d'échelle. C'est le fait que quand on prend un grand lot, on va pouvoir partager des locaux, partager des systèmes de chauffage, partager des systèmes de climatisation, partager des places de parking, des moyens de transport, et ainsi de suite. Donc il y a cette idée que l'innovation va venir du fait qu'on va traiter des lots très importants. Et bien sûr, il y a une attente très forte des grands BTPistes pour dire confiez-nous des lots importants de plusieurs milliers, dizaines de milliers de logements, parce que là, on va vous montrer tout ce qu'on peut faire et tous les gains que l'on peut faire si on a une approche globale sur un territoire important. Et on voit que ça progresse. Avant, si on prend les marchés Écoquartier, c'était 80 logements en moyenne. Vous voyez, toutes ces démarches sont des démarches très ponctuelles. On commence à voir des acteurs publics qui délèguent, sous des modalités qu'on va voir, des projets de grande échelle à certains grands acteurs BTPistes. On voit aussi que l'idée que je construis un immeuble et puis je m'en vais, ou je construis un lycée et puis je m'en vais, et je ne m'implique pas dans la façon dont ça s'est intégré dans l'écosystème local, je ne m'implique pas dans la façon dont les habitants, les occupants se sont appropriés l'usage des lieux, et ainsi de suite. Les témoignages que j'ai me disent non, les promoteurs, les aménageurs les architectes sont de plus en plus sensibles à ce que devient leur produit dans la durée, dans le temps, parce qu'il y a des questions d'image, parce qu'il y a des questions de répercussion, parce qu'on sait bien qu'on est en train de construire des choses assez nouvelles et assez globales. Et puis on voit parmi aussi ces BTPistes des acteurs qui vont aussi s'ancrer sur les projets de façon durable, c'est-à-dire c'est plus je construis, je m'en vais, c'est je construis, mais je vais devenir un acteur, par exemple, du partage de locaux. Je crois que Bouygues a une offre de ce style-là pour partager des bureaux, et ainsi de suite. Donc on voit que sur le terrain, ça bouge et qu'il y a de nouvelles pratiques qui se mettent en place. Donc tout ça, c'est un peu des mouvements assez positifs. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Ou ce que j'en pense? Chaque fois qu'on veut simplifier la commande publique, c'est pour donner une forme de priorité aux PME. Le maître mot en ce moment, au niveau européen, au niveau français, c'est il faut que les PME accèdent plus au marché, parce qu'il y a l'idée que c'est les PME qui font le développement économique, qui sont le véritable ressort, le véritable moteur des économies. Et l'idée on fait évoluer la commande publique, on la rend plus souple pour pouvoir réussir la transition énergétique et écologique, ça c'est un peu secondaire, ça vient en deuxième. Il y a aussi l'idée que les PME, c'est elles qui innovent. Bon, ce qui est en soi est un peu discutable. Hein. Les grands groupes, ça innove aussi. Et heureusement, quoi. Et heureusement qu'on compte sur les grands groupes pour faire de l'innovation. Il faut leur demander d'innover. Donc, je
je trouve qu'il n'y a pas encore assez l'idée que la commande publique doit être un outil politique et économique, comme je le disais tout à l'heure, au service de la transition énergétique et écologique. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, je vous cite des exemples de choses qui se passent, et dans le Vademecum qui est très très bien fait, il y a plein d'exemples en Europe de choses finalement très, très, très excitantes qui se mettent en place, mais il n'y a pas de massification de tout ça. Ça reste des exemples assez isolés, et c'est vrai que sur 10 000 grandes villes, on va en trouver une centaine qui font des trucs bien, mais bon, ça reste des exemples assez isolés. Il n'y a pas de massification des choses. Troisième point, tout ce que je vous ai présenté comme outils, Vademecum, guide de l'acheteur innovant, et ainsi de suite, ça ne prend pas. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens, ils ne connaissent pas, ils ne l'ont pas lu, ils ne savent pas que ça existe, et ainsi de suite. Donc il y a une forme de communication des acteurs institutionnels qui ne diffusent pas. Parce que les réseaux des acheteurs, ce n'est pas des réseaux qui sont accrochés au Sénat, accrochés au Parlement, accrochés au ministère, accrochés à Bercy. C'est d'autres réseaux, et finalement, on voit que là, en termes de stratégie de communication, les choses ne passent pas. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait de nouveaux outils juridiques qui ont été mis en place, comme le partenariat d'innovation et la CEMOP. Et il y a 6 mois, je vous disais, c'est très intéressant, on va regarder ces produits-là, on va voir comment on peut les utiliser, en faire la promotion, et ainsi de suite. On a regardé, et c'est un flop. C'est-à-dire que ces outils qui sont censés, partenariat d'innovation notamment, développer l'innovation, ils se rendent compte qu'il y a plein de contraintes pour les mettre en place, la procédure est compliquée, ça coûte cher aux collectivités locales, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on n'en voit pas, ça ne se met pas en œuvre, alors que ça existe quand même depuis presque 2 ans. Les CEMOP, c'est pareil, c'est une super belle idée, mais c'est hyper compliqué. La façon dont ça a été décrit rend les choses assez compliquées, et il y a très peu d'exemples, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'exemples de CEMOP qui se mettent en place. Donc, pour résumer un peu, il y a une intention, il y a une volonté, il y a une prise de conscience, mais quelque part, on sent, ça ne va pas bouger, ça ne va pas entraîner des mouvements sur le terrain de façon assez massive. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, lancer un appel. Alors, je suis désolé, j'espère que les gens du chiffre m'aideront à trouver des choses plus chocs pour lancer un appel. Mais pour une commande publique qui met l'innovation au service de la transition énergétique et écologique, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 1 an, on avait renoncé à faire ça. On se dit, mais l'État le fait, les politiques s'en occupent, la Caisse des dépôts, ainsi de suite. Bon, manifestement, ce n'est pas inutile que The Shift Project le fasse aussi, parce que peut-être qu'on peut le faire différemment, peut-être qu'on peut mieux identifier les cibles, peut-être qu'on peut être plus libre et plus brutal, à la limite, dans notre façon de formuler les enjeux et les objectifs, et on devrait arriver à avoir un impact plus on peut l'espérer, plus positif. Donc, je propose qu'on aille investir ce terrain de la communication. Parce que, encore une fois, le sujet il est autant culturel que technique. Alors, sur la technique quand même, on va être un peu utopiste, et je propose qu'on lance un outil juridique nouveau, le contrat d'urgence climatique et écologique. Là encore, il faudra réfléchir à comment on l'appelle, et je vais vous dire comment on va le définir. Donc là, on se lance et on dit, pourquoi pas un nouveau produit juridique. Si je rentre un peu dans le détail de ces propositions, qu'est-ce qu'on va dire dans notre appel sur la commande publique? Bien sûr, on va rappeler qu'il y a urgence climatique, on va rappeler que ça ne sert à rien de reproduire l'existant si on veut arriver à changer les choses. Donc quand on passe un appel d'offres pour l'éclairage public, quand on passe un appel d'offres pour le chauffage urbain, quand on passe un appel d'offres pour le transport urbain, il faut changer les choses, il faut innover, il faut chercher de nouvelles solutions. On va rappeler que c'est un enjeu majeur. 2, on va dire, il n'y a pas d'excuse à ne pas faire de l'innovation. L'innovation fonctionnelle et l'innovation de grande échelle, dont je vous parlais tout à l'heure, sont possibles avec les outils existants. Il n'y a pas d'excuse de type les outils ne le permettent pas.
Non, on peut le faire, il y a des exemples où on peut le faire. Alors c'est compliqué, il faut jouer avec les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, mais on peut le faire. Alors on pourra m'objecter que ce n'est pas le rôle des collectivités locales d'innover, elles ne sont pas payées pour ça, elles sont là pour mettre en place des solutions qui répondent à des besoins. Mais il faut faire ce travail, je pense, pédagogique, de motivation pour leur dire, essayez de mettre en place, à l'occasion de vos renouvellements de commandes publiques, des choses innovantes qui répondent aux enjeux de la transition écologique. Donc, bon, c'est un certain nombre de messages généraux que l'on peut passer. Après, il y a, on va insister, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des bonnes pratiques à mise en œuvre, et là, je ne vais pas inventer 10 000 choses, c'est ce qui est dit dans le guide de l'achat innovant, hein, sur la pratique du sourcing, sur la pratique de produire des cahiers des charges les plus ouverts possibles, sur le fait de proposer des variantes. On ne propose pas assez de variantes, donc comment voulez-vous que quelqu'un soit innovant s'il n'a pas la possibilité de proposer quelque chose qui n'a pas été imaginé au départ? Il faut s'inscrire dans des temps longs, ce que les collectivités locales ou les acheteurs publics en général ont du mal à faire, parce que c'est entre guillemets, se piéger vis-à-vis d'un partenaire sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est à ces échelles-là qu'on peut retirer les bénéfices de solutions innovantes. Donc il faut savoir s'inscrire dans ces temps longs. Il faut aller vers le mieux 10 ans et sortir de moins 10 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques que l'on peut argumenter. Et puis il y a la mise en valeur des outils qui existent, qui sont des outils qui permettent déjà de faire beaucoup de choses. La délégation de services publics, ça permet de faire beaucoup de choses. Les marchés globaux, c'est marchés de conception-réalisation, ou conception-réalisation-maintenance. Donc c'est des marchés qui prennent toutes les phases d'un projet. Bon, il existe, et ils pourront être détaillés, un certain nombre d'outils qui sont déjà très utiles pour innover ou pour mettre en place des solutions. Il y a une chose que je voudrais rajouter, que je ne vois pas dans ces conseils aux acheteurs publics, que nous, on aimerait bien voir, c'est la mise en place d'une comparaison économique des solutions reposant sur une évolution raisonnable du coût de l'énergie. C'est-à-dire que, bon, d'abord, très franchement, personne ne fait d'évaluation à moyen terme de la solution qui va être en place. C'est-à-dire, j'achète une chaudière, combien ça me coûte? Là, quand j'achète la chaudière, quelle est l'économie de fuel sur le moyen terme, ou quel est le retour sur investissement? C'est assez surprenant, mais tout le monde me dit ça ne rentre pas dans les critères de dépouillement d'appel d'offres, dans les critères de choix. Il n'y a pas de modèle de calcul économique. Et alors, il y a encore moins l'idée qu'on va se baser sur un prix de l'énergie en croissance. Et donc, je pense que nous, on pourrait faire œuvre utile en disant non seulement vous devez le faire, et puis nous, on va vous proposer, parce qu'on est légitime pour ça, enfin j'espère, qu'on serait à même de proposer quelque chose de raisonnable en termes d'évolution de prix de l'énergie. Alors, en écoutant Frédéric tout à l'heure, je me dis, est-ce qu'il faut indexer ça sur l'évolution du prix du CO2 ? Il faudra peut-être qu'on réfléchisse à ça. Ou si on n'est pas forcément... on peut ne pas raisonner qu'en coût de l'énergie, mais en objectif de décarbonation, mais mettre ça comme un critère de dépouillement et d'évaluation des offres. Quel serait dans cet appel notre message vis-à-vis des grands groupes? C'est FH, BTP, Bouygues et autres, qui veulent, qui demandent, ils ont raison, parce qu'il y a des choses formidables à faire, à pouvoir agir sur un territoire très large. Il y a d'abord comment mieux faire comprendre tous les gains que l'on peut avoir quand on travaille sur des essais à échelle large. Alors je suis un peu méchant avec ça en disant ça, parce qu'ils font un travail énorme déjà pour montrer tout ce qu'on peut gagner quand on est sur une grande échelle, mais on peut toujours mieux faire. Deuxième chose qui est très importante, et on le sent quand on discute avec les acheteurs publics, c'est comment ne pas donner le sentiment d'une dépossession. C'est sûr, si on arrive, je prends le terrain, je prends ça, donnez-moi les 50 hectares, vous allez voir ce que je vais vous bâtir. Non, l'élu, il ne peut pas accepter ça. La crainte de l'élu, c'est d'être dépossédé du projet. Donc comment mettre en place des dispositifs, ou comment avoir une attitude, une posture de la part de ces grands BTPistes qui font que les collectivités locales, ça reste aussi leur projet. Comment favoriser l'emploi local et les PME?
là aussi, c'est une attente des acheteurs publics et des collectivités locales. Si je donne à un grand groupe, mais je veux aussi quand même que les entreprises du coin en profitent. Et donc, comment est-ce qu'on organise la sous-traitance, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, ça se fait pas mal, mais c'est très important. Et puis, comment provoquer l'adhésion des populations, hein. Par exemple, il y a une opération déjà assez significative à Issy-les-Moulineaux, dans un ancien fort militaire. Les habitants, ils appellent ça Bouygues-Langda. C'est pas très bon, quoi. Pour l'élu, c'est pas très bon. Donc, comment on fait en sorte que ce type d'opération soit aussi vu par les habitants comme un projet collectif de la collectivité locale, et pas comme on se défausse, on fait une opération immobilière avec un grand partenaire. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur le champ culturel, c'est un ensemble de recommandations et de choses que l'on mettra en avant. Quel est notre message du législateur dans cet appel ? Bon, le premier message, c'est de dire, vous avez lancé des outils, vous les avez créés, ça marche quoi ? Ça marche pas, il faudra faire un bilan, il faudra les simplifier. Bon, ça, c'est un travail sur 2-3 ans, il faut attendre un peu quand même de voir comment ça se met en place, mais notre message, c'est de dire, vous avez lancé des outils, il faudra en faire le bilan. Deuxièmement, il faut travailler sur les interfaces publiques-privées. Là, on rentre un peu dans la technique, c'est un peu compliqué, mais quand vous faites un grand lot, tel que j'en parle, il y a forcément au milieu de ce grand lot du transport public, une crèche, et ainsi de suite, donc des ouvrages publics, et la coordination publique-privée, on ne sait juridiquement pas bien la faire. On ne sait pas chauffer une crèche juridiquement avec l'énergie produite par les panneaux solaires qui sont sur un immeuble d'habitation. Il y a tout un tas de problèmes d'articulation entre des ouvrages publics et des ouvrages privés qu'il faut arriver à identifier et à simplifier. Le troisième point, c'est d'instaurer un fonds de garantie. C'est un sujet un peu technique aussi, il faut qu'on regarde ça plutôt avec la Caisse des dépôts, si elle veut bien. Parce que quand on dit aux élus innover, innover, c'est forcément prendre le risque de se planter, et forcément, il y en a qui se planteront. Donc comment on essaye d'atténuer le choc. Et puis, le dernier point, c'est un point dont je vous avais parlé la toute première fois, au tout début, c'est la question du délit de favoritisme. Alors, le délit de favoritisme, ce qui est bien, c'est que c'est un truc que franco-français. Donc là, on n'a pas besoin de l'Europe. Donc on peut le faire changer de façon plus facile. Il y a des voix qui s'élèvent pour faire bouger ce délit de favoritisme. Donc il y a Alain Lambert, un ancien ministre du Budget, président de la Commission des Finances, assez souvent, qui lui a milité carrément pour sa suppression. Et Jean-Louis Nadal, qui est président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui milite pour son évolution. Donc sur ce délit de favoritisme, qui est un truc assez terrible, parce qu'il fait peser une menace juridique sur les élus qui est extrêmement forte, parce que le délit de favoritisme, tel qu'il existe aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir commis une faute ou d'avoir cherché à favoriser quelqu'un, c'est le fait de ne pas avoir respecté la procédure, fait qu'il y a un doute sur le fait que vous ayez favorisé quelqu'un. Vous n'aviez pas d'intention de malhonnête, mais vous n'avez pas respecté la procédure. Donc là, toutes les évolutions et tous les rapports sur le délit de favoritisme visent à dire la personne est condamnable si on arrive à montrer qu'elle avait l'intention de favoriser quelqu'un et pas simplement j'ai déjeuné avec lui mais j'ai pas déjeuné avec l'autre. Bon, ça s'est fait parce qu'on s'est croisés, parce que bon, je l'ai pas forcément favorisé, je vais pas en prison pour ça, quoi. Aujourd'hui, on peut être puni gravement. Telles que les choses sont rédigées, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais même en l'absence d'intention malhonnête. Donc c'est ce délit de favoritisme qu'il faut quand même faire bouger, parce que dans les freins culturels dont je parle, la panique, pour un élu d'être traîné devant la justice pour délit de favoritisme, en plus politiquement c'est vraiment pas terrible, c'est un des gros freins à l'innovation. Comment est-ce qu'on peut imaginer de diffuser cette innovation ? On va discuter avec Cédric pour voir comment on peut être présent au Salon des maires, parce que c'est vraiment le lieu où il faut porter cette parole-là. Il y a un débat sénatorial sur la commande publique qui va s'engager. Il y a le ministère du Logement qui a lancé un club des aménageurs, qui va créer un groupe
de la commande publique, donc c'est un endroit où on peut aussi être présent. Il y a les vrais réseaux d'influence qui sont les réseaux d'acheteurs publics, qui sont plutôt des réseaux régionaux. Puis après, il y a les moyens un peu classiques de conférences ou d'articles de presse. Avec quels partenaires? Alors, je cite des personnes qui participent à des groupes de travail et qu'on pourrait associer. Donc le cabinet Lefebvre-Pelletier, le cabinet Seban, l'Institut de la ville durable, qui est un institut tout nouveau, qui est justement là pour diffuser les bonnes pratiques auprès de l'ensemble des acteurs publics. Donc il y a un certain nombre de partenaires que l'on peut associer à cette démarche. Alors, le contrat de transition énergétique et écologique, la proposition utopique que l'on va faire. Donc, ça part d'un postulat, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens de cumuler deux prises de risque. La prise de risque de l'innovation, par définition, c'est une prise de risque, et la prise de risque juridique, le fait que je risque d'avoir un recours, ou et donc que mon projet ne se fasse pas, ou le risque que ma responsabilité personnelle soit engagée. Donc il faut alléger au maximum la procédure, parce que les recours, c'est quoi? C'est tel point de la procédure n'a pas été respecté. Le partenariat d'innovation, il faut démontrer que ce que vous voulez faire est innovant. Donc il faut presque faire une étude de marché sur l'Europe entière, à minima, pour dire, ah oui, personne ne l'a déjà fait, donc je vais pouvoir lancer un partenariat d'innovation. Alors, vous imaginez le risque de recours juridique. Il y avait toujours un gars qui dit, ah, mais j'avais la même idée, j'avais déjà fait une proposition qui allait dans ce sens-là, et ainsi de suite. Donc, tous les recours, c'est sur des éléments de procédure. Donc, le postulat, on ne peut pas courir les deux risques en même temps, le risque juridique et le risque d'innovation. Et le principe, c'est, voilà comment je l'énonce, dès lors qu'un contrat permet une réduction massive d'énergie carbonée ou une défense majeure de la biodiversité, il est réputé valable, quelle que soit la procédure de contractualisation mise en œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que je mets en œuvre, ce que j'achète ou je permets d'acquérir, que je mets en place, un système de transport, un bâtiment, ainsi de suite, permet de faire des gains massifs, notamment en matière de réduction d'énergie carbonée, ce contrat, il est déclaré valable, quelle que soit la procédure que j'ai mise en place. C'est-à-dire je ne me pose pas la question de comment j'ai contractualisé. C'est-à-dire, il faut, on va voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la défense des intérêts de l'acheteur, parce qu'il y a toujours ce sacro-saint défense de l'usage des deniers publics, il n'est pas dans la procédure, il n'est pas dans la façon dont je choisis, il est dans le contrat. Est-ce que le contrat permet vraiment d'atteindre des gains significatifs ou pas? La procédure, vous voyez, quelque part, c'est idiot de contrôler les procédures. Il faut contrôler le résultat auquel on aboutit. Et donc là, s'il faut cadrer des choses, il faut cadrer le contenu du contrat. Est-ce qu'il y a des objectifs de performance? Est-ce qu'il y a un mode de contrôle de ces objectifs de performance? Comment on partage le risque? Comment on contribue tous les deux aux investissements et au retour sur investissement? Quelle est la question des droits de copropriété? Mais voilà, on se dit, le contrat, il doit y avoir ça dans le contrat, ça c'est sûr. La façon dont vous arrivez à ce résultat ne nous intéresse pas. Je caricature vraiment. Alors, est-ce qu'avec ça, on est vraiment totalement hors des clous des grands principes de la commande publique, dont on dit qu'ils sont même constitutionnels? Liberté d'accès. Donc, personne ne doit être empêché de concourir parce qu'il est d'un autre pays, parce qu'il n'est pas du bon secteur, parce qu'il ne parle pas la langue corse, parce que je ne sais pas quoi. Donc, liberté d'accès, passons à la liberté de proposer. C'est-à-dire, il suffit simplement de dire, moi j'ai tel projet, tous ceux qui veulent candidater, candidatent. Mais ce n'est pas plus lourd que quelque part, sur un site, sur un truc, dire, moi je lance tel projet. Égalité de traitement, savoir qu'on a bien écouté les gens de la même façon, qu'on a bien pondéré leur offre de la même façon, et ainsi de suite, qu'on leur a bien appliqué la même grille, d'accord? Pourquoi ne pas... Ça me paraît plus intéressant d'aller sur l'engagement de résultat. Ce qui compte, ce n'est pas le fait qu'on ait traité chaque candidat de la même façon, c'est que chaque candidat s'engage à un résultat. Et c'est ça qu'on va comparer. Et transparence de la procédure, qui est le troisième principe, passer à une transparence du contrat. Ce qui importe, c'est pas... Je pense que ce qui est plus important, c'est que tous les citoyens, tous les acteurs puissent comprendre ce qui a été négocié, comprendre les objectifs qui ont été mis en avant, comment ils vont être contrôlés, et ainsi de suite, plus que s'assurer que la procédure en elle-même a été transparente.
Alors là-dessus, il faut quand même continuer à préciser cet argumentaire et ces concepts, sans doute avec les deux cabinets d'avocats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, il faudra engager, là ça ne peut se faire qu'au niveau européen, du lobbying sur ce sujet-là. Ça c'est sur du moyen terme, mais je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, il faut essayer. On va finir sur une image d'innovation encore utopique. Voilà.